Une entreprise qui dépend de vous n'est pas une entreprise, c'est un emploi. Cette phrase pourrait bien changer la manière dont vous envisagez votre activité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 11 stratégies clés qui ont permis à un entrepreneur de passer d'une simple prestation de service à une entreprise structurée et prête à être vendue. Ces conseils, issus de la méthode éprouvée de transformation d'entreprise, sont essentiels pour quiconque souhaite véritablement évoluer. Que vous soyez un travailleur indépendant en quête de création, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise, ou encore un dirigeant cherchant à développer un produit qu'il pourrait ensuite céder, votre objectif reste le même. Vous voulez bâtir une entreprise qui fonctionne sans que votre présence ne soit indispensable. Une entreprise capable de tourner en autonomie devient alors un atout précieux. Vous avez le luxe de prendre des vacances, d'explorer de nouvelles passions ou simplement de savourer des moments de détente. La liberté de John Warrillow. Ce livre, traduit par « Construit pour vendre », créer une entreprise qui peut prospérer sans vous, partage les enseignements de l'auteur à travers l'histoire d'un propriétaire d'entreprise nommé Alex Stapleton. Je vais vous exposer les 11 leçons principales qui m'ont le plus marqué. Voici Alex. Il est à la tête d'une agence appelée Stapleton Agency, qui propose divers services publicitaires et dispose d'une clientèle variée. Cependant, il fait face à un problème majeur. Alex s'occupe presque de tout lui-même, directement avec lui. Épuisé, il court constamment d'une urgence à une autre. Ses employés, ils sont en dessous de la moyenne, pas assez compétents dans ce qu'ils font. Quant aux finances, elles sont imprévisibles. Un mois, Alex gagne bien sa vie. Le mois suivant, il peine à couvrir les factures. Lorsqu'il a fondé son agence, Alex rêvait de recruter les meilleurs talents, de bien les payer, de décrocher des clients prestigieux et un jour de vendre l'entreprise pour un montant considérable. Mais la réalité est différente. Il devait composer avec des employés moyens, des clients exigeants et un stress permanent. Ses revenus, quant à eux, fluctuaient sans cesse. En hausse un instant, en baisse le suivant. Frustré et épuisé, Alex décida de vendre son entreprise. Il se tourna vers Ted Gordon, un ami de la famille et entrepreneur en série, qui avait bâti et vendu 4 entreprises avec succès. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien Ted. Ils prirent rendez-vous et Ted emprisonnait le chef d'entreprise dans son propre système. Une entreprise qui repose uniquement sur son propriétaire, même si elle est rentable, est impossible à vendre. Mais Ted a quelques changements. Ce ne serait pas facile. Med était prêt à l'aider. Il demanda à Alex s'il était prêt à suivre ses conseils. Alex accepta et ils se mirent d'accord pour se rencontrer chaque mardi matin à 9 h. Le premier conseil de Ted, identifier le produit qui a le potentiel d'évoluer. Il confia à Alex sa première mission et posa une question cruciale, celle que tout entrepreneur doit se poser. Quels sont les projets dans lesquels tu excelles vraiment? Ted commença par cette question, parce que la première étape pour créer une entreprise capable de prospérer, sans vous consiste à identifier le bon produit à vendre. Ce produit doit avoir le potentiel d'évoluer et répondre à 3 critères fondamentaux. Il doit être enseignable, utile et répétable. En d'autres termes, vous devez pouvoir former d'autres personnes à le produire et à le vendre. Il doit résoudre un problème significatif pour vos clients. Et ces derniers doivent revenir encore et encore, comme ils le feraient pour leur marque de café préférée. Les produits les plus riches en enseignement sont ceux que les clients apprécient le moins. À l'inverse, les produits que vos clients aiment le plus sont souvent les plus difficiles à enseigner. Cela est tout à fait normal. Lorsque Alex rencontra Ted le mardi suivant, il avait déjà sa réponse. Après réflexion, il avait réalisé que le domaine dans lequel lui et son équipe excellaient vraiment était la conception de logos. Ils avaient mis au point un système détaillé qu'ils suivaient scrupuleusement pour créer des logos stratégiques de haute qualité, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Les clients appréciaient ces logos car ils faisaient partie d'un effort de branding plus large et plus stratégique, conçu pour apporter une valeur significative à l'entreprise. C'est pour cette raison qu'Alex pouvait facturer 10 000 $ par projet, car ces logos nécessitaient souvent plusieurs mois de travail et offraient une valeur ajoutée à long terme.
Une fois qu'un logo était terminé, les clients revenaient fréquemment pour d'autres projets, notamment lorsqu'ils lançaient de nouvelles gammes de produits. Ted demanda alors à Alex d'expliquer en détail son système, et ils élaborèrent ensemble un processus de conception de logo en 5 étapes. Vision, personnification, esquisse des concepts, épreuve en noir et blanc et conception finale. Ted conseilla à Alex de se concentrer exclusivement sur les logos, car c'était un domaine dans lequel son entreprise excellait et qui avait le potentiel de croître. Deuxième conseil de Ted, ne généralisez pas, spécialisez-vous. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, concentrez-vous uniquement sur celui-ci. Alex n'aimait pas l'idée de se limiter au logo. Il expliqua qu'il ne pouvait pas bâtir une entreprise entière autour de ce service. D'autant plus que son plus gros client n'utilisait plus Stapleton Agency pour la conception de ses logos et que la majorité de ses autres clients demandaient une variété de services. Ted ne mâcha pas ses mots. Voilà exactement le problème, Alex. Tu essaies de tout faire. Cela signifie que tu as besoin de spécialistes, mais tu ne peux pas te les permettre. Alors tu te retrouves avec une équipe qui est juste moyenne dans beaucoup de domaines, mais excellente dans aucun. C'est la raison pour laquelle tes résultats sont médiocres. Si tu te concentres sur une seule chose et que tu engages des spécialistes dans ce domaine, la qualité de ton travail s'améliorera. Tu te démarqueras de tes concurrents et tu deviendras plus efficace dans la livraison de ton produit. L'efficacité et l'amélioration viennent souvent de la concentration sur une seule chose. Prenons l'exemple de Southwest Airlines, qui n'utilise que des avions Boeing 737. De cette façon, l'équipage connaît parfaitement un seul modèle d'avion et les équipes de maintenance peuvent repérer rapidement les problèmes grâce à une routine de diagnostic bien rodée. Cela nous ramène au deuxième conseil de Ted. Ne généralisez pas, spécialisez-vous. Concentrez-vous sur la vente d'un seul produit ou service. Conseil numéro 3 de Ted. Diversifiez votre clientèle. Alex restait sceptique. Concentré uniquement sur les logos, cela signifierait qu'il devrait probablement arrêter de travailler pour la banque M&I, son plus gros client. Ted lui expliqua que dépendre de M&I pouvait certes générer du cash à court terme, mais cela rendrait la vente de l'entreprise bien plus difficile. Aucun acheteur potentiel ne voudrait d'une entreprise dont 40% du chiffre d'affaires provient d'une seule source, car c'est trop risqué. Ted insista donc sur le fait que si Alex souhaitait vendre son entreprise, il devait s'assurer qu'aucun de ses clients ne représente 15% de son chiffre d'affaires. Ted proposa à Alex de positionner Stapleton Agency comme le meilleur atelier de conception de logos au monde. Il lui demanda d'écrire noir sur blanc le processus en 5 étapes qu'ils avaient élaboré ensemble, puis de commencer à en parler à des clients potentiels. Cependant, il lui conseilla de ne pas encore renvoyer ses autres clients, mais simplement de commencer à présenter ce processus à de nouveaux prospects. Pour ce faire, il devait une présentation d'une page décrivant son approche unique en matière de conception de logo et trouver 10 personnes à qui la présenter. « Reviens la semaine prochaine et dis-moi comment ça s'est passé », ajouta Ted. De retour au bureau, Alex se mit immédiatement au travail. Il créa une fiche descriptive d'une page, puis l'envoya par email à 24 anciens clients avec qui il n'avait pas communiqué depuis un certain temps. La semaine suivante, lorsqu'il fit son rapport à Ted, Alex était ravi de pouvoir lui annoncer que sur les 24 emails envoyés, il avait obtenu 6 rendez-vous et réalisé une vente. Alex était satisfait non seulement de cette vente, mais aussi de la confiance qu'il avait acquise pour présenter son nouveau processus. Il se sentait comme un expert dans son domaine. Pour récapituler le 3e conseil de Ted, il est risqué de trop dépendre d'un seul client. Assurez-vous qu'aucun client ne représente plus de 15% de votre chiffre d'affaires. Conseil numéro 4 de Ted, s'approprier un processus et devenir une entreprise de produits et non de services. Ted expliqua qu'une fois que vous possédez un processus, vous en avez le contrôle total. Ce processus unique devient alors votre produit. Alex objecta en disant que la conception de logo restait un service. Mais Ted rectifia. Ta méthode unique pour concevoir un logo est ton produit. Tu ne personnalises pas ton approche pour chaque client. Ton produit, c'est ton processus qui ne dépend pas de toi ou d'un spécialiste.
Dans une entreprise de services classique, l'activité repose sur un ensemble de personnes dotées d'une expertise spécifique qui offrent leurs services à une entreprise. Les bonnes entreprises de services disposent de méthodes uniques et de talents. Mais tant qu'elles adaptent leur approche pour chaque client, l'entreprise n'a pas d'envergure réelle et ses activités restent dépendantes de ses employés. C'est pour cela qu'il faut s'approprier un processus et devenir une entreprise de produits. En résumé, le 4e conseil de TED est le suivant. Maîtriser un processus rend la présentation plus simple et vous donne un contrôle total. En passant d'une approche sur mesure pour chaque client à une méthode unique et cohérente, vous transformez votre entreprise de service en une entreprise de produits. Conseil numéro 5 de TED. Faites en sorte que votre entreprise ne dépende pas de vous. Lorsque les personnes deviennent le principal actif d'une entreprise, celle-ci en devient dépendante, ce qui réduit considérablement sa valeur, car ces personnes peuvent quitter l'entreprise à tout moment. TED expliqua à Alex que son objectif était désormais de former ses employés pour qu'ils puissent gérer chacune des 5 étapes du processus de création de logo, afin qu'il ne soit plus celui qui doit superviser chaque projet de A à Z. TED insista. Ne deviens pas synonyme de ton entreprise. Si les acheteurs potentiels ne sont pas convaincus que ton entreprise peut fonctionner sans toi, ils ne feront pas d'offres intéressantes. Alex devait donc s'efforcer de développer Stapleton Agency de manière à ce qu'elle soit indépendante de sa présence. Pour récapituler, le 5e conseil de TED est clair. Ne devenez pas irremplaçable au sein de votre propre entreprise. Faites en sorte qu'elle puisse fonctionner sans vous. Conseil numéro 6 de TED. Facturez d'avance. Alex était préoccupé. Il attendait un gros paiement de la part de son client principal, MNY, mais celui-ci tardait à venir. Il avait besoin de cet argent pour payer le loyer et les salaires des employés dans quelques semaines. Les soucis financiers d'Alex étaient palpables, et TED voyait bien qu'il fallait agir. Aux oreilles de TED, cela semblait une évidence. Alex devait envisager son processus de création de logo en 5 étapes, comme un véritable produit. Lorsqu'on achète un produit, on s'attend naturellement à le payer à l'avance. Pensez à la dernière fois que vous êtes allé acheter une orange. N'avez-vous pas dû la payer avant même de la goûter? Nous avons l'habitude de payer les produits avant de les utiliser, alors que, pour les services, c'est souvent l'inverse. Quand avez-vous fait nettoyer vos vitres pour la dernière fois? Le service a probablement été effectué avant que vous ne payiez la facture. La différence est flagrante. TED expliquait à Alex que désormais, puisqu'il offrait un produit, un logo en 5 étapes, plutôt qu'un service, il devait commencer à le facturer d'emblée. Tout comme lorsque quelqu'un achète une entreprise, il évalue la quantité de capital qu'il devra immobiliser pour conclure l'achat. Si l'entreprise génère des liquidités dès le départ, l'acheteur sera prêt à payer plus cher, car il n'aura pas à injecter davantage de son propre capital pour maintenir à flot. En ce moment, TED observait qu'Alex subissait un flux de trésorerie négatif pour chaque projet typique, car il fallait compter 4 à 5 mois avant d'être payé. Si tu factures à l'avance, Alex, tu peux utiliser l'argent de tes clients pendant que tu fais le travail, affirma TED. Il illustra son point en demandant à Alex d'imaginer 10 clients pour son processus de création de logo en 5 étapes. Cela te ferait 100 000 $ provenant de tes clients pour financer ton entreprise, ajouta-t-il. Alex réalisa alors que plus il vendrait de logos, plus il accumulerait de liquidités, et il n'aurait jamais besoin de recourir à un prêt bancaire. De plus, un acheteur potentiel verrait son entreprise comme une génératrice de liquidités, plutôt qu'un gouffre financier. TED lui donna ensuite ses directives pour la semaine. Il insista pour qu'Alex continue de présenter son processus de création de logo en 5 étapes, mais cette fois-ci avec une mention claire du prix sur la feuille de vente, accompagnée des termes facturés à la signature de l'accord. Lorsqu'il s'agit de votre produit, c'est vous qui décidez comment et quand vous serez payé. Le conseil numéro 6 de TED était sans appel. Évite le manque de liquidité. Une fois ton service normalisé, facture-le à l'avance pour créer un cycle de trésorerie positif. Conseil numéro 7, ne pas avoir peur de dire non à d'autres projets. La prochaine fois qu'Alex rencontra TED, il lui raconta avoir eu 8 réunions avec des prospects
et que Spring Lake Homes avait accepté un logo pour son nouveau projet. Alex mentionna également qu'un ancien client l'avait approché pour une campagne publicitaire. Il se sentait tenté d'accepter, mais Ted s'y opposa catégoriquement. « Alex, si tu veux bâtir une entreprise qui fonctionne sans toi et qui peut être vendue, tu dois cesser d'accepter d'autres projets, même si tu as besoin d'argent. Tant que tu n'auras pas dit non à ces distractions, les clients ne croiront jamais que tu es sérieux dans ton processus de création de logo. » Ted insista. « Si tu veux être reconnu comme le meilleur créateur de logos au monde, tu ne peux pas t'éparpiller dans des campagnes publicitaires. C'est la même raison pour laquelle un chirurgien cardiaque ne s'amuse pas à soigner des chevilles cassées. » Il expliqua qu'en se concentrant uniquement sur son processus de logos, Alex deviendrait instantanément plus recommandable. Offrir un service trop général comme la publicité ou le marketing diluait son expertise, tandis que devenir un spécialiste reconnu des logos le rendrait mémorable et recherché. Ted lui assura qu'à chaque projet publicitaire qu'il refuserait, il gagnerait un projet de logo à la place. N'aie pas peur de dire non à d'autres projets, même s'ils semblent lucratifs, conclut Ted. En refusant les travaux qui ne relèvent pas de ton domaine d'expertise, tu prouveras que tu es vraiment sérieux quant à ta spécialisation. Plus tu diras non, plus tu attireras ceux qui ont réellement besoin de ton produit ou de ton service. Conseil numéro 8. 2 représentants commerciaux valent mieux qu'un seul. Ted expliqua qu'Alex devait démontrer qu'il n'était pas le seul à pouvoir vendre des logos. Il lui conseilla d'embaucher 2 commerciaux pour commencer. Ted souligna que les vendeurs sont compétitifs et que leur concurrence interne entraînerait davantage de ventes, générant ainsi plus de revenus pour Alex. En outre, 2 représentants commerciaux renforceraient l'idée qu'Alex avait un modèle d'entreprise évolutif et non une simple structure dépendante d'un seul bon vendeur. Alex se demanda où il pourrait trouver des commerciaux ayant de l'expérience dans la vente de logos. Il rencontra 2 candidats potentiels. Blake, un diplômé d'une université prestigieuse avec 2 ans d'expérience dans une grande agence de publicité, et Angie, une vendeuse hors pair de téléphones portables, classée parmi les 10% les plus performants au niveau national. Lors de sa prochaine rencontre avec Ted, Alex partagea ses impressions sur les 2 candidats. Ted lui recommanda d'engager Angie. Alex fut surpris. Blake semblait plus qualifié, ayant des relations importantes en ville et une solide expérience dans une agence de renom. Ted expliqua que Blake, en tant qu'ancien employé d'une entreprise de services, était habitué à proposer des solutions sur mesure, ce qui risquait d'entraîner des modifications inutiles du processus de création de logos. En revanche, Angie, habituée à vendre des produits standardisés, n'avait pas ce luxe. Elle se concentrerait sur l'adaptation des besoins du client aux produits existants sans essayer de le modifier. « C'est exactement ce qu'il te faut », conclut Ted. Alex engagea Angie, qui recommanda un ancien collègue nommé Simus. Ensemble, ils formèrent une équipe redoutable. Rapidement, Angie vendit son premier logo et Alex en fut ravi. Non seulement il avait mis en place un processus que d'autres pouvaient appliquer, mais désormais, quelqu'un d'autre pouvait également le vendre. Plus tard dans la semaine, Alex annonça à son plus gros client qu'il n'accepterait plus de projets autres que des logos. Il réalisa que s'il continuait à accepter d'autres, il ne permettrait pas à son nouveau processus de s'épanouir pleinement. Et le temps lui donna raison. Le mois suivant, Alex rapporta à Ted que Angie et Simus avaient vendu 27 logos. Le conseil numéro 9 de Ted avait porté ses fruits. Engager des personnes qui savent vendre des produits et non des services. Conseil numéro 10. Estimez le potentiel de votre marché. Ted expliqua qu'afin de vendre son entreprise, Alex devait démontrer à un éventuel acheteur qu'il disposait d'un moteur de vente capable de produire des revenus prévisibles et récurrents. Pour ce faire, il devait déterminer le nombre de ventes nécessaires pour faire fonctionner son moteur de vente et comprendre l'ampleur de son marché cible. Après quelques recherches en ligne, Ted découvrit qu'il existait environ 210 000 entreprises dans un rayon de 100 000 autour d'Alex. Parmi elles, il estima que 58 000 avaient des revenus suffisamment élevés pour s'offrir un logo à 10 000 $, le prix qu'Alex facturait pour son processus en 5 étapes.
Jusqu'à présent, Alex avait conclu 2 affaires sur les 80 prospects qu'il avait contactés, soit un taux de conclusion de 25%. Avec ce taux et un marché potentiel de 58 000 entreprises, Alex pouvait espérer vendre 1450 logos. En supposant qu'il y ait un logo par entreprise, ce qui était une estimation prudente, étant donné que de nombreuses entreprises créent régulièrement des logos pour de nouvelles divisions ou de nouveaux produits, Ted calcula que cela représentait un potentiel de marché de 14,5 millions de dollars. Et nous ne comptons même pas l'expansion possible si tu ouvrais des bureaux dans d'autres villes, ajouta Ted avec un sourire. Il expliqua qu'un acheteur potentiel voudrait voir le modèle du moteur de vente d'Alex, y compris le nombre d'opportunités disponibles et le taux de conclusion historique. Selon Ted, ces chiffres étaient extrêmement prometteurs et séduiraient certainement un acheteur. Pour résumer le conseil numéro 10, il est essentiel de déterminer le nombre de prospects qui se transforment généralement en vente. Ce chiffre est crucial pour évaluer le potentiel de votre marché et convaincre les acheteurs potentiels de la valeur de votre entreprise. Conseil numéro 11. Utilisez un langage orienté produit. Lors de leur réunion suivante, Alex rapporta que les choses évoluaient favorablement. Un ancien client, Natural Foods, était revenu pour demander un logo pour sa nouvelle ligne de lait chocolaté biologique. Cependant, Ted remarqua un détail dans le discours d'Alex. « J'ai remarqué que tu utilises le terme « client », fit remarquer Ted. Je veux que tu remplaces le mot « client » par le mot « acheteur » lorsque tu parles des entreprises qui achètent ton processus de création de logo. Intrigué, Alex demanda pourquoi ce changement de terminologie était si important. Ted expliqua que les entreprises de services appellent généralement leurs clients des clients, tandis que les entreprises de produits les appellent des acheteurs. Utiliser des termes comme acheteur montre que l'entreprise d'Alex n'est pas simplement une agence de services, mais une entreprise de produits avec un processus standardisé et reproductible. Cela donnait plus de valeur à l'entreprise et la rendait plus facile à vendre. Un acheteur potentiel comprendrait alors que l'entreprise peut fonctionner sans la présence directe d'Alex. Et cela rendrait l'entreprise plus attractive financièrement. Ted insista également pour qu'Alex cesse de parler de l'entreprise Taletton en la qualifiant ainsi et commence à la désigner comme une affaire ou une structure. Selon Ted, il était essentiel de faire comprendre à un acheteur que l'agence Taletton était une véritable affaire, une machine autonome et non un ensemble de prestataires de services. Ted conclut en disant « Le dernier conseil que je te donne ici est essentiel. Parmi tous les conseils dont nous avons discuté, le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre est le conseil numéro 5. Fais en sorte que l'entreprise fonctionne sans toi. » Ted était catégorique. Tant qu'Alex n'aurait pas atteint ce stade, il ne possédait pas une véritable entreprise, mais plutôt un emploi déguisé. Et c'est le pire des emplois, avertit Ted. Si Alex voulait que son entreprise fonctionne comme une machine bien huilée, il devait se détacher personnellement des opérations quotidiennes. Ted lui suggéra de regarder une vidéo qui lui montra à l'écran, un résumé du livre The E-Myth Revisited, qui décrivait comment créer une entreprise autonome. En fin de compte, Ted laissa à Alex une dernière réflexion. N'oublie pas, une entreprise qui fonctionne sans toi vaut beaucoup plus. Si tu parviens à te rendre inutile dans le quotidien de ton entreprise, tu seras alors en position de force pour la vendre. Pour conclure, retenez bien ceci. Une entreprise réellement performante est celle qui fonctionne de manière autonome, tout en générant des revenus stables et en attirant constamment de nouveaux acheteurs. Les stratégies partagées ici ne sont pas simplement des conseils théoriques. Elles représentent des leviers puissants pour transformer votre entreprise en un véritable moteur de croissance durable. Mettez-les en pratique et observez la différence. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager avec votre réseau et à la sauvegarder dans vos favoris pour y revenir plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et laissez un commentaire pour nous faire part de vos réflexions et questions. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des contenus à forte valeur ajoutée. Merci et à très bientôt.